extrêmement profond. Ça prend des pompes pour éliminer l'eau, parce que l'eau, elle se ramasse là-dedans. Ça prend des camions, des éclairatrices, tout ce que vous voulez, pour extraire ce charbon. Même affaire dans le gaz, même chose, même dans les énergies renouvelables. Donc, toutes les énergies renouvelables nécessitent d'autres énergies, et si on remonte la filière, ça nécessite donc du pétrole. Donc, la problématique est majeure, et l'objectif du GIEC d'ici 2050, c'est que les émissions de gaz à effet de serre devront être diminuées de 75%. C'est énorme, c'est gigantesque. 75% de réduction par rapport à 1990. Le 75 là, c'est pour les pays industrialisés. Donc, le défi est colossal. Vous voyez, d'une part, que c'est notre principale source, c'est l'énergie, et d'autre part, qu'il nous faudra diminuer considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est pour atteindre le 450 ppm. Alors, imaginez s'il fallait atteindre réellement le 350 ppm pour éviter un emballement climatique. Là, c'est encore pire. L'autre partie, puis là, ça, c'est parce que on était dans des choses, disons, qui sont relativement acceptées par tous, mais qu'on peut en aller. L'autre partie, disons, c'est ce qu'on veut pas voir. Okay? Il y a deux façons de ne pas voir, il y en a plusieurs, mais deux principales. C'est soit le déni. Donc, on entend parler de quelque chose, on dit non, c'est pas vrai, ça, c'est un complot, c'est pas quoi, là, complot des pétrolières qui veut faire monter ses prix, etc. Ou la pensée magique. La pensée magique, qu'on appelle en anglais wishful thinking. Bon, ben, la pensée magique, c'est tout simplement de penser qu'il y a une technologie qui va apparaître, qui va remplacer, et qu'on n'aura pas besoin de rien faire. Il y a un scientifique quelque part qui va trouver une solution, qui va nous aider avec la solution miracle. Il y a une technologie qui existe, puis que les pétrolières cachent, qu'elle a acheté. Ça, là, j'en entends, le mouvement perpétuel. Il y en a quantité, une foison, tout ça. Ça, c'est ce qu'on veut pas voir. Donc, soit déni ou pensée magique. Donc, on rentre là-dedans. Bon, ben, une des choses, il faut voir que sur l'ensemble de la planète, la consommation d'énergie, c'est 87%, c'est des ressources non renouvelables. Donc, des ressources comme le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire, mais pas de renouvelable non plus. Le reste, donc le 13%, c'est des renouvelables, et vous voyez principalement de l'hydroélectricité à 2,3%, des carburants, des biocarburants et tout ce qu'on a appris biocombustible aussi comme le bois. Principalement, en fait, dans le 10% qui est ici, c'est principalement du bois. Ici, cette partie-là, c'est tout ce qu'on entend parler beaucoup. Les éoliennes, la géothermie, le solaire, thermique, photovoltaïque, etc. C'est dans le haut. Et si vous regardez, c'est 0,8%, c'est relativement marginal. Et malgré que si on compare 73 à 2009, on passe de 0,1 à 0,8, malgré tout ce qu'on a fait. Et regardez, on passe d'une consommation de 6 000 mégatonnes d'équivalent pétrole à 12 000. On a doublé notre consommation d'énergie. On a augmenté beaucoup notre production d'énergie à partir de ressources renouvelables. Mais comme on a augmenté notre consommation globale, ben, tout ce qu'on a fait ne sert à rien, sert à rien dans le sens que il n'y a pas de déplacer une source d'énergie polluante par une autre. On a augmenté, donc on n'a pas déplacé, on n'a pas dit, bon, ben là, on consomme 6 000, puis là, on en consomme 5 000, dont 1 000 est produit par des ressources renouvelables. C'est pas ça qui s'est passé. Donc, c'est pas ce qu'on appelle la substitution, donc le remplacement d'une source par une autre. Il n'y a pas eu de substitution, il y a juste un ajout de l'énergie. L'énergie, peu importe d'où elle provient. Et tout ce qui monte doit redescendre. Donc, quand on est dans une source non renouvelable, à un moment donné, c'est le fun, on en produit de plus en plus, mais à un moment donné, si on arrête d'en produire autant, il y a une problématique de production et après, ça décroît. Ça se voit partout. Alors, si vous voyez ce qui est en bleu ici, ça, c'est la production de pétrole conventionnel. OK? La ligne qui est ici, là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est hier. C'est-à-dire c'est en 2008. Okay? Depuis 2008, on est en décroissance de production de pétrole conventionnel. Okay? Donc, ça, c'est important à savoir.
Et on ajoute, si aujourd'hui, pour faire des statistiques, parce qu'avant on faisait des statistiques sur le pétrole conventionnel, maintenant on ne les fait plus, on appelle ça des tout liquides. Et donc, c'est un concept pour tout, là, où on va mettre du pétrole conventionnel, des pétroles non conventionnels, comme du sable bitumineux, ce qu'on appelle des liquides de gaz naturel, des gaz naturels liquides, on se parlait des sources non conventionnelles. Donc, on met tout ça ensemble, puis on dit, wow, en gros, ça continue de croître. Le problème, c'est que cette partie bleue pâle, c'est pas n'importe quelle partie, c'est ce qu'on appelle souvent ce qu'on appelle des yet to be found. Okay? C'est-à-dire des choses qui sont à développer ou qui sont à trouver, donc qui n'existent pas. Il faut les trouver. Donc ça va bien, là, parce que là, on a mis ça. Mais si on veut juste continuer notre consommation qui est là, actuelle, sans la croître, ben, d'ici 2030, là, il faut trouver 4 fois les réserves d'Arabie Saoudite. Ça, c'est les plus grandes réserves mondiales de pétrole conventionnel. Okay? Il faut les trouver. Je peux vous dire qu'on est loin de les avoir trouvés. Et là, ça, c'est uniquement pour maintenir notre consommation actuelle, si on veut la croître, parce qu'on est dans un système de croissance économique. Et je peux vous dire, quand on fait une croissance économique, on doit faire une croissance de l'énergie. Ça va ensemble. Il n'y a personne qui a réussi actuellement sur la planète à faire une croissance économique sans faire une croissance énergétique. Donc, si on continue notre croissance, si on veut continuer notre croissance, c'est plus 4 en Arabie Saoudite, c'est 6 qu'il va falloir trouver. C'est encore plus problématique. Et si on s'en va justement en Arabie Saoudite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la production ici. La production ici, théorique, okay? De la production en noir, la production théorique d'Arabie Saoudite. Et je peux vous dire déjà d'emblée qu'on pourra mettre ça en doute. Et pour maintenant, mettons que c'est vraiment la bonne c'est optimiste. Okay? Et la problématique, c'est que ça, c'est en rouge, c'est les exportations. Donc, l'Arabie Saoudite, c'est un pays où la population est jeune, elle veut travailler. On trouve, la plupart des emplois sont dans la fonction publique. Et on a des problématiques à ce niveau-là. Et ces jeunes-là veulent travailler. Et là, ils doivent absolument prendre leurs ressources qu'ils ont, donc l'énergie, pour essayer de créer ces emplois. Et ce faisant, ben, ils doivent utiliser plus leur énergie, donc ils en mettent moins sur les marchés, ils mettent moins de pétrole sur les marchés. Et ce qu'on anticipe, ben, c'est pas moi, mais c'est Chatham House, ce qu'on anticipe, c'est que d'ici 2037, le principal producteur, soit le premier, des fois le deuxième, parce qu'on est en compétition avec la Russie, mais le principal producteur de pétrole sur la planète, en 2037, va devenir un importateur de pétrole. Problème en vue là-dessus. Autre chose extrêmement qui nous montre un peu cette problématique, bon, ce paquet de courbes, vous m'excuserez, hein, on dit toujours une image vaut 1000 mots. Pour un physicien comme moi, ben, un graphique vaut 1000 mots, mais c'est pas toujours la meilleure option. Mais enfin, je vais vous éclaircir ça un petit peu. C'est qu'on a des courbes ici qui sont liées à chaque année. Donc, à chaque année, on a fait, bon, par exemple, la bleue ici, c'est 2008. Après ça, on a en rouge 2009, jaune 2010, 2011 pour la violette. Donc, on a le profil des prix du brut. Au Québec, on utilise, donc c'est ce qu'on appelle le brut, le Brent. Donc, le Brent, c'est celui de la mer du Nord, parce que nous, on importe notre pétrole en partie de la mer du Nord. Et si on regarde le prix de ce pétrole-là, on voit, vous vous souvenez, en 2008, il y a eu une pointe en 2008, donc croissance phénoménale atteint des sommets autour de 147 $ le baril. Et tout à coup, après, une crise économique qui peut-être, on le saura, en tout cas, on ne sait pas tout à fait précisément, mais qui a probablement des origines, en tout cas, pas nécessairement tout, mais une partie des origines dans cette hausse phénoménale des prix du brut. Et là, tout à coup, pouf, ça plante. Si on fait la moyenne de l'ensemble de l'année 2008, on se retrouve à 96,9 $ le baril. Ça, c'est la moyenne. Alors, si on regarde les autres années, on regarde l'année suivante, elle est beaucoup plus bas, là, la bleue vers la rouge, beaucoup plus bas avec une moyenne de 61,7.
L'année suivante, ça monte un petit peu relativement stable, mais ça monte sur l'ensemble de l'année. C'est relativement stable, mais si par rapport à l'autre année, ça a augmenté. On est passé à 79,6. Et là, c'est problématique, c'est qu'en 2011, on a dépassé, à 111 $ de baril, on a dépassé la moyenne de 2008. OK? En 2008, on a eu une pointe. Ça a été le troisième choc pétrolier après celui de 73 et celui de 78. OK? Les deux autres étaient politiques. Lui, il était bon. Il était beaucoup plus économique que politique. Donc, le prix moyen dans le pays, 96,9, et là, on se retrouve à 111,3. Là, ce qu'on a appelé un choc pétrolier rampant. Ça veut dire que personne qui voit ça venir, parce qu'il n'y a pas de pic, il n'y a pas de pointe, c'est toujours en train d'augmenter tranquillement. C'est un petit peu comme l'analogie de la grenouille qu'on met dans de l'eau froide, puis qu'on fait dans un chaudron d'eau froide, puis on fait chauffer tranquillement. Si on la laisse comme ça, elle va finir, elle s'acclimate tout le temps, elle va finir par rester là puis mourir. Si je la prends et je la mets dans de l'eau bouillante, elle va sauter, elle va s'en aller au delà. Donc c'est un peu ça. On est en train de finalement continuer dans cette lancée-là, puis on pense que tout va redevenir comme avant. C'est pas ça que les indicateurs nous disent. Mais on nous fait croire que ça va revenir comme avant. C'est pas le cas. Et pour 2012, ça c'est la dernière année statistique que j'avais, qui n'est pas faite 2013, on était un petit peu au-dessus, donc à 111,63. Donc ça, c'est un choc pétrolier rampant. Et l'Agence internationale de l'énergie nous avait dit que c'était la fin du pétrole à bas prix. Pour vous donner un petit peu, l'Agence internationale de l'énergie, c'est un organisme de l'OCDE qui est un peu en contrepartie de l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs exportateurs de pétrole. Et donc, c'est pas un truc qui est un peu à lunette haute. Des fois, ils vont. Puis en plus, il y a des, je m'appelais ça un peu des magouilles politiques en arrière pour dire oh non, écrivez pas ça, parce que là, ça ne fera pas le beau portrait. Là, toujours des choses qui se passent en arrière, disons, dans le fonctionnariat de l'Alliance. Donc voilà, ça pour les prix. Autre chose, les schistes, là, on a entendu les dernières affaires, c'est pour ça que faut-il se fier aux grands titres des journaux. C'est que les journaux nous ont dit, pas un an, que les schistes, les gaz de schiste, les pétroles de schiste vont rendre les Américains indépendants du pétrole, je dis indépendants du pétrole étranger, et vont finalement rendre les États-Unis comme premier exportateur mondial de pétrole. Bon, OK. On regarde les titres de journaux, après ça, on a vu ça, puis on s'en va sur le truc, puis on se dit il n'y a pas de problème. L'affaire, c'est que hier, l'agence encore a sorti un rapport qui a dit que modifier un peu ce qu'elle avait dit, en disant que oui, les États-Unis vont devenir en 2016 le premier exportateur de pétrole mondial, sauf qu'après, ça va décroître. Exactement cette courbe-là. Donc, c'est là, moi, je la traîne depuis quelques temps, et là, on vient juste de l'annoncer hier. Donc, ils viennent de se rendre compte de ça. Pourtant, ils ont toutes les données, mais vous voyez, il y a plus de. Donc, ça, c'est les pétroles de schiste. Et ce qu'on anticipe, c'est d'ici 2000, donc d'ici 2017, là, il y a une croissance. Puis à un moment donné, tout, ça plonge. Et ça replonge extrêmement vite. Parce que les puits de pétrole non conventionnels dans les pétroles de schiste s'épuisent très rapidement. On sort rapidement du pétrole et rapidement c'est épuisé. Et on doit reforer et reforer et reforer constamment. Et à un moment donné, il y a une limite. Et c'est des réservoirs de pétrole qui sont extrêmement difficiles à extraire et qui n'ont pas un très gros rendement. Si par exemple on vous dit qu'il y a 1 milliard de barils de pétrole à un endroit, en fait, on va aller en chercher peut-être 5% de ça. Et pour ça, il y a toutes sortes de confusion entre la ressource, les réserves. Disons que dans les journaux, vous n'êtes pas du tout à comprendre ce qui se passe. Et ça, je peux vous dire que les schistes, ce n'est pas une solution. Je pense qu'il vaut là. Et pour être encore plus négatif, non, il ne faut pas être négatif, être réaliste. C'est ça comme ça. J'ai pris l'exemple du phosphore ici. L'exemple que je travaille moi-même dans ce domaine-là un petit peu, donc on fait de la prospective au niveau du phosphore.
et qu'il n'y a pas seulement l'énergie qui est problématique, puis qui prend une tendance qui croît, puis à un moment donné, qui atteint un pic ou un plateau pendant quelques temps, puis qui redescend. C'est typique de toutes les ressources non renouvelables. C'est typique aussi de toutes les ressources renouvelables, mais utilisées au-delà de leur renouvelabilité. Par exemple, les stocks de morue. L'effondrement des stocks de morue, c'est dû justement à une croissance effrénée de la production à un moment donné. Et d'ailleurs, la première observation qui aurait pu être faite date des années 1800, je ne sais plus l'année exacte, là, mais autour de 1875, où est-ce qu'à l'époque, on utilisait de l'huile de baleine pour s'éclairer. Et c'est le pétrole qui a sauvé les baleines parce qu'on était justement dans une période de déclin de récolte de baleines, parce qu'il y en avait de moins en moins, c'était de plus en plus difficile, de plus en plus complexe. Et maintenant, ben, c'est ça, on est rendu. Le pétrole donc, a sauvé les baleines dans ce sens-là parce qu'on a remplacé les lacs. On a trouvé un substitut technologique. Et voilà. Donc, le phosphore problématique, le phosphore, ça me fait rire, mais le phosphore, c'est l'un des principaux éléments fertilisants en agriculture. Donc, on a l'azote, le phosphore et le potassium. C'est un élément extrêmement important. Et ce qu'on est en train de faire, c'est d'épuiser toutes les ressources de phosphore sur la planète, puis les mines de phosphore. Puis, à un moment donné, ben, il y a une limite à ça. Et vous voyez que dans les scénarios les plus optimistes, là, on parle autour de 2040-2050. Donc, pour atteindre le pic. Et ça, c'est important, un pic, parce que ça veut dire qu'il en reste encore la moitié. Il en reste peut-être la moitié, mais c'est la moitié souvent la moins intéressante. Puis en plus, c'est que dans une croissance économique qu'on poursuit constamment, ben, quand on arrive dans le pic, on ne peut plus croître la production, donc il y a un problème. Et il faut savoir aussi que la FAO nous dit que d'ici 2050, pour atteindre nos objectifs de nourrir la population de la planète, il faudra augmenter 70% la production de nourriture, et ça suppose beaucoup de phosphore. Donc, ça, c'est un élément. Après, je pourrais parler du cuivre, du tantal, nommer tous les métaux, là. Il y en a plusieurs qui ont atteint déjà leur pic depuis longtemps. Ce qui m'amène à ramasser tout ça, en fait. C'est qu'en 1972, il y a au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, il y a un groupe qui travaillait sur la prospective. Il utilisait des modèles relativement simples et tous des modèles informatiques. Okay, donc, c'est eux qui ont commencé à faire la modélisation informatique dans les années 70 et ils ont simulé notre monde. Et à un moment donné, le Club de Rome, qui est une organisation internationale regroupant de différents penseurs de différents domaines, là, ont demandé à l'équipe Meadow de faire, de simuler notre monde de 1900